Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, comment vit-on le départ d'un collaborateur? Vous l'aurez compris, on va parler du off-boarding, du moment où des collaborateurs quittent une entreprise. On va en parler avec Nathaniel Philippe, il est le fondateur de A-Team, il est notre invité. La pause café, le salaire, bah oui, à la pause café, même le salaire, on hésite parfois à parler de ce sujet qui reste encore tabou. On en parlera avec Caroline Ricross. Le cercle RH, la médiation en entreprise, qu'est-ce que c'est exactement? On fera le point avec des experts. Est-ce un amortisseur des tensions, pour ne pas dire des violences au sein de l'entreprise? On fera le point avec des experts et des spécialistes de ce sujet. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la compétence 2030 avec un salon du 25 au 27 janvier à Cannes pour préparer les transitions et on parlera de formation et de formation professionnelle. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de l'offboarding, de l'onboarding. L'onboarding, vous l'aurez compris, c'est lorsqu'on intègre une entreprise, c'est l'accueil que l'on reçoit. Et puis il y a le offboarding, le moment où on va quitter l'entreprise, parfois d'une manière volontaire d'ailleurs. On en parle avec Nathaniel Philippe, fondateur d'A-Team. Vous étiez venu au tout début de notre émission Smart Job. Merci pour votre fidélité. D'abord, commençons par votre étude qui est très très intéressante. On y découvre plein de choses, on a quelques chiffres pour l'éclairer. 74% des salariés ont vu un collègue partir entre octobre 2021 et octobre 2022, qui correspond globalement à la sortie Covid. C'est ça, ça c'est le phénomène sortie Covid. On a ce phénomène dont on parle énormément, qui est la grande démission. Et on voit qu'il est là en France aujourd'hui. Et je crois qu'on a fondamentalement un rapport au travail qui change complètement aujourd'hui. On a des gens qui ne cherchent plus que le salaire, même si ça reste très important, mais c'est aussi l'intérêt du projet, l'intérêt des missions et les perspectives d'évolution. Et donc tout ça fait que on a des collaborateurs qui quittent de plus en plus l'entreprise et ce phénomène de départ impacte un certain nombre de personnes. C'est ça qui est intéressant parce qu'on adresse de plus en plus l'offboarding, c'est-à-dire le salarié qui va quitter l'entreprise, on va essayer de l'accompagner, faire en sorte qu'il soit aussi quelque part un ambassadeur, mais on oublie trop, et c'est ça l'intérêt de votre étude, le salarié qui reste. Il y en a 6 sur 10 qui ont vu leur lien altéré avec l'entreprise dès lors qu'ils ont constaté des départs. C'est quoi les conséquences? C'est trop de travail? C'est une sorte de vide presque un peu affectif? On perd des collègues? C'est quoi le phénomène? On voit qu'il y a plusieurs sujets autour du départ. Comme vous le dites très justement, c'est comment les salariés qui restent vivent ce départ. Oui. Et on voit qu'il y a des problèmes de réorganisation et de charge de travail. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis, il y a la façon dont est géré le départ. C'est-à-dire, il y a les phénomènes de radio-moquette, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de transparence. Et donc, ça altère le lien entre les collaborateurs et l'entreprise et ça a un impact direct sur la fidélisation. Juste un mot, parce qu'on va travailler aussi, et votre étude est très intéressante aussi, sur la relation des managers, leur ressenti. Et on va voir qu'il y a une petite distorsion entre ce que ressentent les salariés. Mais là, on parle bien de départ volontaire, parce que les fameux départs entre octobre 2021 et 2022, c'est bien des personnes qui sont allées voir leur DRH ou leur responsable qui ont dit « moi j'arrête ». C'est bien ça. C'est bien ça. On est sur, pour 90% des départs volontaires, puisque c'est là, en effet, où il y a un véritable enjeu de communication pour les entreprises. Revenons à nos managers. Dans l'étude, je crois qu'à 80%, je n'ai pas le chiffre devant les yeux, mais à 80%, ils disent on est formé pour l'offboarding, mais on a 53% des salariés qui, eux, disent non, ça ne marche pas du tout. Là, il y a une petite distorsion. Comment vous l'expliquez, cet écart ? Il y a une distorsion dans la mesure où les collaborateurs pensent qu'on pourrait faire mieux. Il y a des enjeux de passation, notamment. On a parlé des enjeux de communication. Et donc, finalement, cette surcharge de travail qui est liée à la réorganisation d'un collaborateur, suite au départ d'un collaborateur, les gens ne sont pas intégrés dans cette réflexion, ils ne sont pas impliqués, ils ne sont pas consultés. Et donc, les collaborateurs se trouvent impactés plus fortement alors que les managers, eux, pensent faire bien le job. On va découvrir les conséquences justement concrètes des départs. Ça, c'est toujours le fruit de votre étude. 53% des actifs satisfaits de la gestion des départs, je l'évoquais tout à l'heure, mais très différent du chiffre lorsqu'on interroge les managers. Ça, c'est la première chose. 56% ressentent une surcharge de travail, nous l'évoquions, et 31% ressentent un impact négatif sur leur vie privée. Ça, c'est assez nouveau. Et 31% ressentent une détérioration de leur santé. Et c'est 34%, j'ai vu, chez les jeunes. Il y a une détérioration plus importante.
C'est quand même un signal fort, votre étude chez A-Team, qui envoyé au DRH en disant c'est bien d'accompagner celui qui sort, mais n'oubliez pas ceux qui restent. C'est ça le message. C'est exactement ça. Et en fait, on a ce lien avec le collaborateur qui part. Et donc finalement, pour les gens qui restent, c'est comment est-ce qu'on va vivre l'après-départ. Et on voit que c'est un levier de fidélisation très important. Donc comment est-ce qu'on peut intégrer un bon off-boarding, pas seulement pour celui qui part, mais aussi pour ceux qui restent, avec de la bonne communication, une passation et un bon management dans la réorganisation. Dans votre étude, il y a des choses qui sont utilisées avec des mots un peu châtiés, plus de transparence, une communication officielle, une communication. En un mot, c'est quoi? C'est que le manager arrive dans le service, dans son équipe et dise voilà, dans quelques jours, Stéphane nous quittera et donc il doit aussi préparer les esprits. Et ça, vous dites finalement que ça ne se fait pas ou ça se fait mal. Ça se fait mal parce que on n'a pas toujours. Il faut aussi se mettre du côté manager. On nous dit de faire quasiment autant avec moins de moyens. Donc c'est pas toujours évident d'aborder ce type de sujet. Ils sont un petit peu désemparés. On a un phénomène qui est le travail hybride, qui accélère et qui accentue ce désengagement. On ne voit pas toujours ses collaborateurs. Et donc, côté manager, on est un peu désemparé. Donc c'est finalement aussi un enjeu pour les entreprises de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner les managers. Ça passe par de la formation, des bonnes pratiques pour les aider à mieux préparer ce type de départ. Comment vous adressez ce sujet? Parce que cette étude, elle vous sert évidemment d'appui, de document prouvant par les chiffres que les jeunes ont une santé plus altérée d'ailleurs au moment des départs parce qu'ils sont peut-être plus sensibles, plus fragiles. On voit le chiffre apparaître à l'antenne. Comment vous adressez ce sujet? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelle méthodologie on met en place pour éviter ces chiffres? Alors déjà, c'est de s'emparer de ce sujet-là. Indépendamment de l'outil, c'est avant tout en prendre conscience. En prendre conscience. Par exemple, l'offboarding, on voit que c'était une pratique qui n'était pas du tout développée il y a encore 2-3 ans par les entreprises. Il y avait très peu d'intérêt. Nous, en tant que vendeurs de solutions d'offboarding, on voit qu'il y a un boom et des demandes qui explosent autour de l'offboarding. Donc ça, c'est déjà un premier point, c'est de s'emparer de ce sujet-là. Après, l'enjeu, c'est de pouvoir évidemment appuyer par un outil quand on a des milliers de collaborateurs qui partent, ça peut aider. Et donc, ça passe par de la communication personnalisée, pouvoir anticiper un certain nombre de tâches, pouvoir gérer finalement ce sujet-là en anticiper. Mais ce n'est pas finalement que l'outil, c'est aussi au niveau managérial, prendre conscience de ce sujet. Avant de nous quitter, Nathaniel, il y a quand même un sujet aujourd'hui dans les entreprises, c'est que quand un salarié quitte l'entreprise, c'est qu'il se sent mal, mais l'entreprise se dit peut-être au même moment, après tout, tant mieux, ça allège la masse salariale, et puis ceux qui restent vont devoir faire le travail. Parce que ça, l'air de rien, dans l'esprit d'un chef d'entreprise, cette question, elle le traverse. Bien sûr, il faut savoir quand même qu'on a près d'un tiers des salariés qui partent, qui reviennent dans l'entreprise. On a ce phénomène d'employés boomerang. Et on a aujourd'hui notamment... Parce qu'ils ont découvert que l'herbe était un peu plus jaune à l'extérieur et moins verte. C'est un peu ça qu'ils découvrent. C'est un peu ce qui se passe souvent. Et on a aussi beaucoup de jeunes, avec le boom de l'alternance, qui passent un certain temps dans l'entreprise, qui partent et qui vont revenir en fait pour être réembauchés. Et donc, en fait, on voit aussi que l'offboarding, c'est un levier de réembauche de collaborateurs qui partent. Donc, gérer les équipes en interne, savoir accompagner celui qui sort, parce que celui qui descend l'escalier, comme disait Woody Allen, un jour il va le remonter et il vaut mieux avoir été sympa avec lui au moment où il le descendait. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. Et on voit que les gens qui partent sont des ambassadeurs. Les entreprises sont notées comme des restaurants et donc on doit soigner ce départ. Vous avez raison de le signaler. On note les entreprises, il y a des forums où les entreprises, la manière dont on accueille, où on fait sortir les salariés. Merci Nathaniel Philippe. A-Team, avec cette étude passionnante à découvrir et qui pose la question aussi de la formation des managers sur cette question. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à très très bientôt. Merci. La pause café, je ne sais pas comment ça se passe chez A-Team, mais en tout cas, la question du salaire, c'est toujours le sujet tabou en France. On ne donne pas son salaire, on en parle comme ça, évidemment, mezzo voce, et on en parle aussi à la pause café avec Caroline Ricros. La pause café avec Caroline Ricros. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. On parle salaire. Justement, on parle salaire. En fait, on n'en parle pas des salaires. C'est le sujet tabou
Un peu. C'est vrai, en entreprise, certains sujets sont traditionnellement bannis, donc depuis longtemps, des discussions autour de la machine à café. C'est par exemple le cas de la politique. Souvent, on évite de parler politique avec ses collègues. Également religion, mais aussi les salaires. La question de la rémunération, en fait, pendant longtemps, ça a été secret en France. Pourtant, depuis quelques mois, on observe un nouveau mouvement qui appelle à dévoiler son salaire sur les réseaux sociaux. En fait, ça existe depuis le mois d'octobre. Il y a des milliers d'employés qui se sont exécutés et qui ont partagé sur les réseaux sociaux leur salaire derrière le hashtag balance ton salaire. Oui, j'ai vu un député d'ailleurs qui avait mis son salaire pas plus tard qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parler de rémunération, donc ça serait de moins en moins un tabou. Oui, les salariés français ont a priori envie d'un peu plus de transparence justement sur la question des salaires. D'après une étude menée auprès de plus de 1000 salariés par YouGov pour Talent.com, qui est un spécialiste du marché de l'emploi, 90% des salariés se disent désormais à l'aise pour parler de leur salaire. Mais attention, pas avec n'importe qui. Parce que parler de son salaire, c'est OK avec les amis ou encore la famille. Ce qui était déjà quand on est en confiance. Quand on est un peu en confiance. En revanche, moins d'un salarié sur deux se dit prêt à discuter sereinement justement de sa rémunération directement avec un de ses collègues. Pas facile forcément de répondre de but en blanc à la question. Tu gagnes combien ? Alors, tu gagnes combien ? Mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé, Caroline ? Alors, si parler de rémunération directement avec ses collègues reste un sujet qui est encore tabou, 64% des salariés, toujours selon cette étude, se disent néanmoins à l'aise pour qu'on communique à leurs collègues leur niveau de salaire. Est-ce que vous êtes plus entre 1500, etc. Et pour savoir où on se situe. Pour savoir où on se situe dans l'entreprise. Un score qui monte bien plus haut chez les plus jeunes, puisque les moins de 24 ans sont 82% à se dire prêts à dévoiler leur niveau de salaire justement à leurs collègues. C'est presque quand même 20 points de plus que chez les plus de 45 ans. Pourquoi ce désir de transparence ? Vous évoquez les jeunes, c'est la jeune génération qui pousse, comme on dit ? Alors peut-être que ce n'est pas que la nouvelle génération, mais plus de 6 Français sur 10 affirment en fait qu'ils se sentiraient tout simplement mieux si leur niveau de rémunération était connu de tous leurs collègues. Comme ça, au moins, il n'y a pas de secret. Alors ça, j'avoue que cet argument, je trouve assez étrange. Oui. Mais surtout, près de 8 sondés sur 10 estiment que la transparence des salaires, en fait, ça aiderait surtout à réduire les inégalités salariales, et notamment celles entre les hommes et les femmes. Arnaud, une différence de salaire quand même de 9% est toujours inexpliquée. Ça subsiste au détriment des femmes. C'est les derniers chiffres de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques qui dit ça. En fait, si tous les salaires étaient connus dans une entreprise, il est vrai que ce serait quand même plus difficile de justifier des écarts de salaire pour un même poste et donc de lutter contre les différentes discriminations. En fait, c'est à travail égal, salaire égal. Donc, transparence, vous nous dites, est en train de devenir une nécessité. Il y a un désir chez les salariés. Est-ce que les entreprises doivent l'appliquer, doivent faire des efforts sur ce sujet ? En tout cas, 77% des Français considèrent que la transparence des salaires, c'est une bonne chose, toute catégorie confondue. Certains pays comme la Suède, la Finlande ou encore la Norvège ont mis en place la transparence totale. En fait, les salaires sont carrément consultables par le public. Alors en France, évidemment, nous n'en sommes pas du tout là. Par contre, en vertu de la loi Pacte du 22 mai 2019, en fait, les sociétés cotées en bourse, elles, doivent publier chaque année un relevé des écarts entre la rémunération de leurs dirigeants et les salaires moyens des employés. Pour les autres, eh bien, ce n'est pas une obligation. Cependant, la transparence peut être un réel avantage pour votre entreprise. Elle peut améliorer la marque employeur des entreprises qui la pratiquent, surtout en ce moment d'ailleurs, où il est de plus en plus difficile de recruter. La transparence des salaires pratiqués par une entreprise influerait même sur l'envie d'y travailler. 7 candidats sur 10 le déclarent. Une transparence demandée par les salariés d'ailleurs dès le recrutement. En fait, la majorité des actifs jugent essentiel ou important le fait justement de connaître le salaire d'un emploi avant de postuler, ce qui en fait paraît, ça paraît complètement normal. On ouvre une porte là, mais pourtant quand on voit Indeed qui a réclamé que les salaires soient indiqués sur les offres. Il y a seuls 14% des offres d'emploi en France qui affichent la rémunération, contre quand même 30% au Royaume-Uni. Donc il y a encore du chemin à faire. La transparence des salaires semble en tout cas devenue une nécessité pour les salariés. Au fond, rien d'étonnant lorsqu'on sait que le salaire, ça reste la priorité quand on cherche un travail, notamment pour être heureux. Et contrairement à ce qu'on nous dit, parce qu'on nous dit que c'est le sens qui est passé en tête, ça reste, me semble-t-il, d'abord le salaire, puis le sens probablement qui arrive en seconde position. Très intéressant. Il reste un peu de route à faire. Merci Caroline. Merci. On se voit la semaine prochaine. Mais on se voit la semaine prochaine, pour éviter que je lui dise au revoir chaque semaine, alors que non, Caroline sera là avec nous et c'est avec plaisir qu'on l'accueillera. On fait une courte pause, on va parler de la médiation.
Tiens, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que la médiation en entreprise? Est-ce que c'est un amortisseur des crises, des tensions, pour ne pas dire des violences au sein de l'entreprise? Est-ce que c'est une manière de prévenir au lieu de guérir? Ça c'est un sujet. On va en parler avec des spécialistes, tous auteurs de livres spécialistes de la médiation. C'est le Cercle RH et c'est notre débat juste après la pause. Le Cercle RH est notre débat quotidien pour parler de la médiation. Alors, la médiation, vous en avez entendu parler, elle est en entreprise, mais elle n'est pas uniquement en entreprise, elle est aussi dans les palais de justice, lorsqu'on divorce, et dans un certain nombre de sujets. Il y a des médiateurs aussi de l'énergie. On va parler des médiateurs en entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement? À quoi servent-ils? Est-ce qu'ils sont des amortisseurs de tension? Est-ce qu'il faut prévenir plutôt que guérir? Parce que c'est un vrai sujet, et quand la crise est là, évidemment, le médiateur ne sert plus à grand-chose. On en parle avec mes invités. Isabelle Aoustin, RC, merci d'être avec nous. Vous êtes médiatrice en entreprise depuis 13 ans, directrice d'IFOMEN et auteur de ce livre « Stratégie de médiation pour les entreprises ». On va voir la couverture aux éditions Hermann. Henri Sandro Smila, merci d'être là. Vous êtes vous aussi médiateur et par ailleurs président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, parce qu'on rajoute aussi dans cette relation, il y a aussi la négo. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Vous avez, vous aussi, me semble-t-il, un livre, Pratique de l'ingénierie relationnelle, la médiation professionnelle au service des entreprises. On découvre ce livre et puis j'accueille Frédéric Fougera qui a repris en quelque sorte la place qu'il occupait une fois par semaine sur ce plateau. Je suis très heureux de vous revoir, Frédéric, président de Tenkan. Tenkan Paris. Je l'ai bien dit. Super. Vous étiez inquiet sur la prononciation et vous êtes auteur du Le goût des autres, mes recettes de manager. Exact. Et puis, vous aviez écrit, je crois, un autre livre en amont, mais ça, c'est votre dernier livre. Dire com n'est pas un démocrate, la com est un métier, le dico de la com, on peut faire une émission sur... Et on parlera de la com de crise, parce que c'est votre spécialité. D'abord, un petit mot, tiens, je m'adresse à vous. La médiation, c'est avant la com de crise, c'est celle qui évite la crise? Alors, je ne sais pas si elle évite la crise, puisqu'on est déjà, quand il y a médiation, il y a déjà une situation de conflit. Mais en tout cas, on peut effectivement éviter d'aller au-delà et une escalade. Le risque d'escalade, pour qui risque d'arriver à une crise, oui, éventuellement. Mais on est entre les deux. On est déjà dans un conflit. Enfin, en tout cas, dans un supposé conflit. Mais elle peut déminer une situation de crise très grave. C'est l'objectif. C'est tout l'objectif. Ça me semble parfaitement l'objectif, même s'il y a deux professionnels de la médiation qui en diront, qui seront bien plus intelligents que moi sur le sujet. Ça me semble effectivement être l'objectif. Isabelle et Henri, deux spécialistes, deux médiateurs, vous représentez. Juste d'un mot quand même, l'intérêt d'une émission de télé, c'est aussi de promouvoir, de faire savoir. Est-ce qu'on sait que ces médiateurs existent? Parce que c'est vrai que c'est peu connu. Excusez-moi, vous avez une utilité essentielle d'écoute, peut-être de réconciliation, de reconstruction même. Mais on vous connaît mal. Comment vous l'expliquez? On parle plus des crises que des médiateurs. Alors, en fait, on était en train d'aborder le sujet tout à l'heure off. Ça tombe bien. Il y a de la confusion parce qu'en fait, on appelle médiation beaucoup de choses qui sont très différentes. Et c'est important de pouvoir clarifier en fait pour les usagers, pour les salariés, pour ceux qui nous regardent. Les personnes, quel que soit. Parce qu'en fait, la médiation, c'est un peu dans tous les domaines. C'est la vie personnelle, c'est la vie professionnelle, c'est la vie sociale. Oui. Et à la CPMN, on a une vision de ce que c'est que la médiation qui consiste à dire que la médiation, médiateur professionnel, c'est une profession, comme aujourd'hui les avocats, les médecins, parce qu'il y a une utilité sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a besoin d'accompagner la résolution de conflits, il y a besoin d'accompagner la prise de décision en situation de tension, pas forcément de conflit, mais ça arrive derrière. Et donc, c'est important d'avoir des professionnels qui sont formés à animer des discussions. Vous avez bien joué, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Maintenant, Isabelle va répondre à ma question. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà de l'intérêt, vous avez circonscrit l'espace de votre profession, pourquoi on ne vous connaît pas assez ? Alors, c'est vrai, la médiation est assez récente, en fait, dans les entreprises, il faut aussi le dire. Vous avez raison, les médiateurs sont assez peu connus et c'est un petit peu leur difficulté, c'est qu'en général, les médiateurs, ils sont appelés par des entreprises, par connaissance, par bouche à oreille, par ce qu'on voit dans Internet. C'est vrai que c'est un petit peu la difficulté de l'exercice, c'est de créer des centres où ils seraient connus. Et en fait, on appelle les médiateurs lorsqu'on a une situation qui est un petit peu plus difficile. Pour ne pas dire inextricable parfois. Alors justement, on appelle un médiateur quand on a une situation complexe. Ouais. Or, aujourd'hui et depuis quelques années, comme vous le savez tous, on a cette complexité qui devient le quotidien dans les entreprises, avec des contradictions permanentes, avec des souffrances et en même temps des sujets qu'on ne maîtrise pas et sur lesquels on a une incertitude permanente. Donc c'est là où les gens doivent apprendre à vivre avec cette temporalité qui se raccourcit tout le temps.
Et du coup, appeler un professionnel qui serait un tiers, là, pour le coup, ça peut être une idée. Et ce professionnel, puisqu'on parle de médiation d'entreprise, soit ça va être un prestataire tiers, effectivement. Ça, une entreprise. Voilà, une entreprise, un médiateur professionnel, comme vous le disiez, avec un médiateur qui est un petit peu d'expérience de préférence, mais ou pas d'ailleurs. On a le droit de démarrer quand Et même. soit, exactement, Oui. ça peut être à nouveau, ou soit un médiateur interne à l'entreprise, parce qu'on a plusieurs types de médiateurs. Oui. Et vous avez des médiateurs qui sont des salariés de groupe ou des services. Et on de l'appelle, médiation. c'est vrai, SNCF, je pense à la SNCF, Oui, qui, il y a qui une ont des médiatrice, médiateurs. par exemple, qui est effectivement à la SNCF, qui fait un travail énorme. Et tous ces médiateurs qui sont maintenant des collaborateurs, et toutes les entreprises maintenant sont en train de s'équiper. Pourquoi ? Parce qu'il y a la gestion des risques psychosociaux, mais aussi pour la qualité de vie au travail, pour différents éléments. Donc pour faire non seulement la gestion de difficultés, comme vous le disiez, mais aussi pour prévenir cette difficulté. Oui, Donc c'est aussi quand la il y a prévention. pas de problème. Ouais. Juste ces chiffres qu'on y voit clair, et je vous donne la parole, Frédéric, et les tensions et les conflits en entreprise. Regardez, ces chiffres sont très intéressants. 26% des salariés vivent des tensions avec leurs supérieurs. 21% des salariés vivent des tensions avec leurs collègues, donc à égalité. 30% des salariés estiment avoir subi une attitude hostile, et 25% des salariés estiment devoir cacher leurs émotions, qui inclut pas mal de choses. C'est-à-dire on se cache, on s'isole. Ça dit quoi de l'entreprise quand même, Frédéric Fougera? Parce que là, vous êtes aujourd'hui consultant, vous avez créé cette entreprise Tenkan Paris, mais vous avez bien connu le monde de l'entreprise. C'est un lieu de conflit, l'entreprise. Effectivement, avec 37 ans d'entreprise publique ou privée, j'ai une petite connaissance du secteur, enfin du milieu de l'entreprise. Mais l'entreprise, c'est une organisation humaine, c'est une collectivité qui s'organise, qui a ses règles, mais qui n'est faite que d'humains. Et donc, forcément, et donc de relations, d'émotions et de conflits. Humaines, d'émotions, de conflits, d'intérêts, de volonté de se manifester plus important, de montrer qu'on est fort, de cacher qu'on est faible. Donc tout ça participe au risque à un risque potentiel de conflit, avec des objectifs. On est en permanence et de plus en plus dans la performance. Donc qui dit performance dit aussi apparence. Donc il faut apparaître comme étant fort, comme étant performant. Tout ça génère des difficultés, des risques psychosociaux, on l'a évoqué, et aussi souvent beaucoup de conflits. Henri, vous présidez évidemment cette structure professionnelle, mais vous êtes aussi médiateur, et comme Isabelle, évidemment, quand même, quand dans l'intimité, il n'y a jamais eu de documentaire d'ailleurs qui révèle cette intimité de ce moment. On a eu des documentaires dans les palais de justice, on a eu des documentaires avec des policiers, mais ce moment très intime, où celui qui souffre va déposer sur les pieds du médiateur cette souffrance accumulée depuis des années. Ensuite, il sera question d'abord d'entendre, puis j'imagine d'essayer de faire venir l'autre, soit le collègue, soit le N+1, qui est la deuxième étape. Mais vous encaissez beaucoup quand même dans ce métier, hein. Alors, les médiateurs, évidemment, ils écoutent et ils reçoivent des propos qui sont... des charges lourdes. De difficultés, d'émotions fortes. Mais en fait, ce qui permet au médiateur d'intervenir, c'est qu'il a une méthode. C'est qu'il a un processus qui est structuré. Et donc, quand vous dites, on accueille comme ça une première personne qui vient avec ses émotions, qui vide son sac à dos émotionnel. J'imagine, non ? On va inviter l'autre. En fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. D'accord. En tout cas, pour les médiateurs professionnels, le processus est structuré et on rencontre individuellement chacune des personnes. Mais il n'y a jamais de place à l'émotion. Il n'y a pas des gens qui craquent, qui pleurent, c'est tout à fait. qui s'effondrent. Il y a de la place à l'émotion, mais en fait, le but d'une médiation, c'est de faire en sorte que les gens se libèrent de comment les émotions les emprisonnent. Il faut d'abord s'en décharger, et dans l'incapacité à discuter. Donc en fait, il faut préparer les personnes du point de vue émotionnel pour qu'elles soient en capacité de discuter. Bien sûr. Et pour après trouver une solution. Mais bien sûr qu'il y a des émotions. C'est la première chose qu'on fait quand on est médiateur professionnel, c'est qu'on travaille sur le fait de faire en sorte que les personnes retrouvent de la maîtrise. Parce qu'en fait, les émotions, quand elles sont joyeuses, c'est pas un souci. Non, mais dans ce cas-là, quand elles sont négatives et qu'elles font perdre la maîtrise de ses propos, de ses actions, là, elles sont problématiques. Et là, on frôle les violences, on frôle même des violences sur soi-même. Parce qu'il y a quand même... pas, en fait. Isabelle. Il y en a des violences, effectivement. Il y a des violences, mais des violences sur soi-même. Des gens qui vous disent, moi, je suis en train de picoler, je suis tombé dans la drogue, je suis en dépression. C'est ça aussi, les cas extrêmes. On a beaucoup de situations, y compris quand ça ne se voit pas. On a beaucoup de situations, et je pense que vous avez raison, on a beaucoup de situations dans lesquelles les gens sont d'abord dans l'émotion avant même de raisonner. Forcément. Et l'objectif de la médiation, précisément, c'est de leur permettre, avec tout ce qu'ils sont et avec leurs émotions, de pouvoir trouver des solutions qui leur conviennent à eux. Donc qu'ils auront construites, qui se seront appropriées, et également pour l'entreprise qui, évidemment, est aussi au cœur du sujet, puisqu'à chaque fois, on a toutes les parties. Isabelle, juste d'un mot, je donne la parole à Frédéric qui veut intervenir, mais juste d'un mot, il faut bien distinguer, il y a des médiations, je dirais, classiques, mais il y a des médiations judiciaires. Tout à fait. On en dira un mot, parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas classique, c'est conventionnel. Non, mais conventionnel. Voilà, exactement. Non, vous cessez de me reprendre, j'entends que vous soyez l'expert, et vous l'êtes, mais
Voilà, on voyait l'image. Frédéric. Je voulais revenir sur 2 mots très importants qui viennent d'être dits. C'est le mot méthode et le mot solution. C'est que la médiation, c'est pas une solution, c'est un outil. Et donc cet outil, c'est la méthode. Et cette méthode, elle est faite pour arriver à une solution, mais la solution, c'est pas le médiateur qui l'apporte. Le médiateur, il favorise l'arrivée de la solution. Ces 2 mots sont, à mon avis, très importants dans la médiation. Ouais, et vous avez raison, c'est important de le souligner, parce que les personnes vont trouver des solutions qui leur conviennent. Mais elles vont trouver elles-mêmes grâce au médiateur. Exactement. On n'est pas en attente de la solution venant du médiateur. Non, on a bien compris ça. On est en face tous les trois, et ça s'appelle la neutralité par rapport à la solution. Ouais, vous n'êtes pas là pour apporter la solution. Exactement. Je pèse mes mots, attention, parce qu'avec Henri, chaque mot est pesé au trébuchet. Quand même, cette médiation conventionnelle, comme vous l'appelez, il y a aussi il y a la médiation judiciaire. Ouais. Et là, on est dans des procédures un peu différentes, parce que vous êtes mandaté là, par l'autorité judiciaire. Absolument. On est bien d'accord. Alors la médiation judiciaire, effectivement, est toujours possible, et ce sont les magistrats qui vont décider dans certains dossiers dans lesquels ils pensent que ce serait une solution. Quoi, du cas de harcèlement moral? Tout type de difficulté, tout type de contentieux. Dès lors que le contentieux est démarré, le magistrat va effectivement juger une situation. C'est pour éviter le procès? C'est pour en amont? En fait, en amont du jugement, c'est surtout ça, parce qu'après, voilà. le juge va pouvoir intervenir à tout type, c'est-à-dire à la mise en état, avant, enfin, en tout cas, il va... Mais donnez-nous un cas la concret, médiation. c'est quand il y a un conflit dans l'entreprise sur quoi, par exemple? Par exemple, une contestation d'un licenciement par une personne qui va venir d'abord au prud'homme, puis à la cour d'appel aux chambres sociales. Et dans ce cas-là, aux chambres sociales de la cour d'appel de Paris, par exemple, il y a des médiateurs dont je fais partie qui sont présents aux audiences. C'est ça. Et le magistrat va décider dans certains dossiers, c'est lui qui décide. Il propose la médiation, qui n'est pas obligatoire, et les parties et leurs avocats, qui sont importants dans l'histoire, vont choisir s'ils veulent venir en médiation ou pas. S'ils l'acceptent, à ce moment-là, le magistrat va désigner le médiateur, va fixer une provision pour le montant de la rémunération, et va fixer aussi la date. Donc votre travail... Et 3 mois renouvelables une fois. Votre travail, la note que vous allez envoyer au magistrat, elle est essentielle pour lui. Alors la note, c'est en fait un rapport de fin de mission qui va dire la médiation a abouti ou n'a pas abouti. On n'est pas autorisé à en dire plus. C'est ça. Puisqu'il y a une confidentialité des échanges, que ce soit en conventionnel ou en judiciaire. La médiation, les échanges sont toujours confidentiels en médiation, sauf si les parties souhaitent dire quelque chose. Mais la confidentialité est de mise. Je vous ai coupé la parole. Vous vouliez prendre la parole et je vais donner la parole à Henri. Concrètement, sur cette question, on voit bien qu'il y a 2 types de médiation. Vous qui avez un regard aussi très panoramique sur l'entreprise, vous disiez oui tout à l'heure, les médiateurs sont assez peu connus ou mal connus. Est-ce qu'on doit imaginer des processus côté DRH plus automatisés, plus systématisés, où le DRH se dit j'ai pas à gérer moi-même ces situations, je sais que j'ai le médiateur. Souvent les DRH sont confrontés à des négociations et des médiations et ils n'ont pas les outils. Souvent, je parle de sincérité de la démarche. C'est comme la prévention des risques psychosociaux. Est-ce qu'il y a une sincérité de la démarche ou est-ce qu'on le fait uniquement parce qu'on a des obligations légales de le faire et du coup, on essaye de coller à la réglementation. Quand il y a une sincérité de la démarche forte, alors oui, normalement, l'entreprise elle va faire tout ce qu'il faut pour promouvoir le fait qu'il y ait la proposition ou une solution de médiation en cas de conflit pour que les gens, bien avant qu'il se passe quoi que ce soit, c'est ce qu'évoquait Isabelle, soient informés des possibilités qui vont être les leurs, de leur recours, s'il n'y a plus d'entente avec leur manager, s'il n'y a plus d'entente avec un collaborateur. Un document affiché dans des salles collectives pour les salariés dans les entreprises, on voit, il y a les syndicats qui affichent. Est-ce qu'il y a des affiches qui disent contacter le médiateur s'il y a un problème? Aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont plus loin que ça. En fait, on a mis au point un dispositif qui s'appelle le DMPI, dispositif de médiation professionnelle internalisée. Et en fait, on a aujourd'hui des entreprises, elles sont nombreuses, et on a aussi, c'est dans le domaine privé comme dans le domaine public, qui font appel à la mise en place d'équipes internes de médiateurs qui vont s'occuper des conflits qui surgissent dans l'entreprise. Là, la dernière équipe qu'on a formée, c'était 13 personnes. Il y en a 12 supplémentaires qui vont être formés. Et donc, ils sont en attente dans l'entreprise ? 25 médiateurs internes, salariés de l'entreprise. Le dispositif de formation prévoit évidemment que tout soit fait pour que l'indépendance des médiateurs puisse être garantie. Et là, il y a tout un dispositif de saisine du médiateur qui fait que tout salarié dans l'entreprise peut le faire, peut saisir le médiateur. C'est un peu comme le pompier volontaire, on l'appelle quand besoin. C'est surtout on le détache de son poste. Et c'est comme les médiateurs qui interviennent dans d'autres
d'autres secteurs et dans d'autres domaines. C'est Là, ça. l'entreprise, en fait, elle se rend compte, quand vous parliez de la sincérité, il y a beaucoup d'entreprises qui, indépendamment du fait qu'elles sont obligées de faire attention à la sécurité des personnes sur le plan physique et mental, C'est une obligation légale. c'est une obligation légale, ça les motive ça. quand même pas mal, hein, c'est vrai, c'est évident. Bah oui, s'ils Mais il travaillent n'en en demeure amont. pas moins que moi, tous les DRH que je rencontre, ils me disent ce que je voudrais et ce que voudrait un certain nombre de mes managers, c'est être débarrassé du caillou plus ou moins gros dans la chaussure que constitue une relation qui se dégrade, un conflit qui s'envenime, voire carrément en mode sachet de thé, le conflit qui se diffuse, dans le service, Bah oui. dans le département, entre Évidemment. les services. Et là, c'est un problème. Donc en fait, ils sont quand même très très motivés, hein. Isabelle, avant de nous quitter, chacun dans ses domaines respectifs professionnels se dit j'ai abouti à quelque chose, je suis content de faire ce métier. À quel moment vous dites j'ai réussi mon opération de médiation? À quel moment vous dites là j'ai réussi? En fait, ce sont les personnes qui nous le disent. On rencontre des personnes en médiation qui sont effectivement satisfaits des solutions qui sont trouvées. C'est là, effectivement. Mais ceci dit, en interne, c'est vrai aussi que la formation, et à l'IFOMEN, on forme énormément, évidemment, de médiateurs internes ou externes. De fait, ça permet aussi aux RH, aux différents acteurs, d'avoir des outils, puisque Frédéric a raison, c'est aussi s'approprier différents outils qui permettent de faire face à ces difficultés, à cette complexité, à ces sujets qu'on ne sait pas gérer. Vous, Frédéric? Côté entreprise comme salarié, c'est tout bénéfice. Après, chacun pourra accepter ou pas la médiation qu'on lui propose, bien sûr. Vous, Frédéric, d'un mot, parce que la gestion de crise, la communication de crise et la communication, c'est votre spécialité. Parfois, vous donnez des conseils à vos clients en disant attendez, on risque d'entrer dans une communication de crise, je vais vous accompagner, mais est-ce que vous avez quand même frappé à la porte du médiateur? Est-ce que ça vous éveille sur quelque chose d'autre, là, cette émission, après tout? Alors, je travaille rarement sur des crises qui sont internes et liées au fonctionnement de... Oui, c'est des crises externes. Donc, ce sujet arrive assez peu sur mon bureau quand il arrive. Mais pour répondre à votre question qui nous était adressée à tous les trois sur qu'est-ce qui fait qu'on considère qu'on a réussi une médiation, mais moi je vais répondre en amont, c'est pas pour botter en touche, mais c'est pas éviter la médiation, mais c'est quand même le recrutement. Le recrutement, c'est quand même clé. Recruter, c'est un métier. On ne recrute pas une personne juste parce qu'on l'a croisée et elle nous paraît sympathique et du coup on l'intègre dans l'entreprise. Donc négliger un processus de recrutement, ne pas veiller. Alors c'est la science la plus compliquée dans l'entreprise, le recrutement. Mais cette étape-là, bien savoir constituer une équipe dans la diversité, où chacun a sa place, où les gens ne vont pas s'écraser les uns les autres. Tout ce travail en Donc, amont, une en alchimie, tant que recrutement, Ouais. fait que c'est déjà une forme d'anticipation du conflit et donc après de la médiation. Vous, cher Ou alors, médiateur, des prestataires. est-ce que vous avez le sentiment que, je parlais de violence dans l'entreprise, de conflit dans l'entreprise, ça a toujours existé, depuis que l'entreprise existe, il y a des conflits, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y en a plus, qu'il y a, et on le voit à travers les chiffres, finalement, plus de conflits, de tensions, de difficultés? On voit un mal-être au travail, on voit des gens qui sont en burn-out, on voit une situation qui est assez sombre. Est-ce que vous le ressentez? En fait, moi, ce que je dirais, c'est Dans des que- chiffres? En fait, c'est qu'il y a surtout, il y a deux choses. C'est qu'il y a à la fois des évolutions qui sont plus rapides, plus nombreuses et plus impactantes pour tout le monde, voire des crises, là, pour le coup, comme la crise sanitaire qu'on a connue. Bien sûr. Et qui impacte, là, qui directement. impacte encore sur le plan des méthodes de travail. Mais ça, c'est exogène, Et des mais ça interactions. rentre dans l'entreprise. Mais ça rentre dans l'entreprise. En fait, ce qu'il faut, là, on parlait du recrutement, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'une fois qu'une personne est recrutée, elle vit dans l'entreprise et l'entreprise, elle change. Et la personne, elle change et les méthodes de travail changent et les choses qui sont vendues ou produites changent. Et là, ça frotte parfois. Et en fait, il y a plein de choses qui sont en permanence l'occasion pour les personnes de se repositionner. Tout ça, ça crée de la friction, ça crée des difficultés. Et donc, en fait, c'est pas qu'aujourd'hui, il y en a plus. Je pense qu'il y a plus de raisons de créer des difficultés relationnelles pour les personnes. Mais en même temps, je pense qu'il y a un appétit pour la qualité de la relation. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie de pouvoir dire, comme c'est vrai avec leurs Plus voisins, avec leur sincèrement. famille, ils ont envie de pouvoir dire, je suis content d'aller au boulot, ça me fait plaisir. Ou je suis pas content, bien, mais je peux le dire aussi. Ou je suis pas content C'est important. et ça peut se résoudre. Ah ouais. Et ça, je pense que ça rentre dans le calcul. Isabelle, je vous pose une question plus précise, parce qu'à travers, c'est pas vos patients, parce que vous n'êtes pas des médecins, mais on vous appelle comment d'ailleurs? C'est pas des Les clients? médias ou les participants. Ouais, parce que c'est compliqué de trouver le bon mot. Les parties. Les Moi, je les appelle les parties. Les parties, pour Parties, garder c'est cette bien neutralité. aussi, absolument. Les cas de figure, avant de nous quitter, que vous avez les plus importants, le plus grand nombre de cas, on est dans des harcèlements, on est dans des malentendus verbaux, on est dans de la violence physique, ça arrive parfois. Oui, on est beaucoup dans de la difficulté relationnelle et avec tout ce qu'on peut mettre derrière, et vous avez raison, toutes je dirais, les niveaux de conflictualité peuvent exister. Ça va du malaise, de la frustration au conflit ouvert. Et je pense qu'il y a tous les degrés. C'est pour ça que vous trouverez difficilement des chiffres très probants sur la conflictualité dans l'entreprise, parce qu'en fait, on ne sait pas
la réalité de la relation entre les personnes. Et c'est ça la difficulté pour l'entreprise d'ailleurs, c'est de gérer toutes ces difficultés. Un quart cache leurs émotions. Voilà, et ça va très vite sur effectivement des risques psychosociaux qui, bien sûr, qui vont exister ou pas, mais qu'on va avoir du mal à qualifier, définir. Et c'est bien là toute la difficulté des managers qui ont beaucoup souffert aussi de tout ça, les managers et les RH, et les syndicats qui sont impactés aussi et qui se disent mais comment je gère ces situations dont je ne comprends finalement pas l'enjeu ou la situation. Finalement dépassé aussi. D'où l'intérêt d'écouter les gens et l'importance de travailler avec eux. Vous faites un très beau métier, en tout cas, Isabelle et Henri. Ce qui est intéressant, c'est que des outils commencent à apparaître à travers votre chambre professionnelle pour donner les outils aux salariés de pouvoir accéder plus rapidement aux médiateurs. C'est bien cela? Tout à fait. En fait, on a à la fois une organisation qui est une organisation politique, un syndicat professionnel, c'est une organisation qui a une vision stratégique et une vision... Et de lobby, pour aiguillonner. Donc on agit auprès des institutions et des pouvoirs publics pour faire en sorte que la profession elle puisse se développer comme on souhaite qu'elle se développe. Et puis la particularité de la CPMN, c'est que tous nos adhérents sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession de médiateur qui est délivré exclusivement par l'EPMN, l'école professionnelle de la médiation. Donc c'est un vrai métier. Et de la négociation. Et effectivement, c'est une vraie profession que d'être médiateur professionnel. Merci à vous trois. Merci. Effectivement, la médiation est vraiment un outil aujourd'hui et un métier indispensable. Et pour le coup, pour boucler avec ce que non, là, vous avez bien bouclé, Henri, quand même. Parce que vous disiez qu'on n'était pas assez connus. Moi, je vous remercie de nous avoir invités. C'est un vrai plaisir. De médiation et vous pouvez le refaire. Ce sera encore une occasion de parler de médiation. Vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, on parle régulièrement de médiation. On avait fait venir des entreprises qui évoquaient ce sujet. Isabelle peut en disconvenir et en convenir d'ailleurs. Merci Henri Sandro Smila, président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, par ailleurs médiateur professionnel, avec ce livre pratique de l'ingénierie relationnelle. Je remercie Isabelle Aoustin, RC, IFOMEN, médiatrice en entreprise depuis 13 ans. Directeur d'IFOMEN, effectivement, qui est le premier organisme de formation en France sur la médiation. Absolument, et stratégie de médiation pour les entreprises. Vous écrivez, évidemment, sur votre métier, édition Hermann, édition ESF Éditeur, et puis enfin Le Goût des autres, qui est un très joli titre par ailleurs, écrit par Frédéric Fougera, Mes recettes de manager, Tenkan, Paris. Ouais, je voyais que vous m'observiez du coin de l'œil. Tenkan Paris. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec un salon pour parler des transitions. Et on va parler de formation professionnelle. Ça, c'est un sujet important. C'est tout de suite après. Et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi pour parler formation professionnelle à travers les universités d'hiver. Ça se passera à Cannes le 25 et 27 janvier prochain. Et on accueille Françoise Gérard à l'initiative de ces universités d'hiver. Elle y tient beaucoup. Directrice générale adjointe de Centre Info. D'abord, un petit mot, Françoise, parce que c'est important. On va parler formation professionnelle. Je crois que quand on est journaliste, c'est le sujet le plus complexe à appréhender. C'est une tuyauterie très enchevêtrée. Centre Info, c'est quoi? C'est une plateforme de connaissances et d'accès à la connaissance sur la formation, c'est ça d'abord? Oui Arnaud, Centre Info, c'est une association qui a été créée pour rendre plus facile, plus compréhensible la formation professionnelle. C'était pas trop difficile en 1976, maintenant ça l'est beaucoup plus avec, comme vous le dites, un enchevêtrement des dispositifs, des responsabilités. Et nous travaillons donc surtout à l'attention des professionnels. Nous capitalisons, nous sommes la plus grande bibliothèque de la formation, nous sommes aussi chargés de faire connaître les politiques, les dispositifs français qui évoluent régulièrement. Qui évoluent régulièrement. On parle souvent de réforme tous les 3 ans. Et on n'a pas trop de 3 ans pour comprendre cette réforme avant qu'une autre arrive. Et c'est assez complexe parce que maintenant, la formation, elle est très, très liée à l'emploi, à l'employabilité. Et on pourrait, je pense, difficilement se passer de formation aujourd'hui. Cannes, université d'hiver, pour réunir des professionnels, les acteurs de la formation. Ouais. C'est quoi l'esprit? C'est de permettre à ceux qui font de la formation de trouver les bons accompagnements, les bons outils. Quel est l'esprit de cette université d'hiver? Alors, l'esprit de cette université d'hiver, qui revient tous les 2 ans, parfois tous les ans quand on a des réformes, c'est effectivement de répondre aux difficultés que peuvent connaître les professionnels par rapport à cette complexité du dispositif. Relations État-région, CPF, France Compétences, enfin tous ces mots-là qui sont un peu abscons. Oui, parce que
on pense souvent formateur quand on parle de formation. En fait, les professionnels de la formation qui vont se réunir à Cannes, ce sont bien sûr les formateurs, mais aussi les certificateurs, ceux qui inventent les certifications, qui les font évoluer. Les RNCP. Voilà, ça c'est l'État qui est chargé effectivement d'entretenir un répertoire où on peut mettre toutes ces certifications, mais qui le régule aussi. On a beaucoup de certifications et l'État a commencé à réguler le nombre. Mais ce sont aussi des décideurs, ceux qui fixent les règles, c'est-à-dire les régions, l'État, les partenaires sociaux. Ce sont bien sûr les DRH et responsables de formation en entreprise. Vous savez qu'en France, en fait, c'est complexe parce qu'il y a une obligation pour chaque employeur de contribuer à la formation de ses salariés, publics, privés. Donc, il y a cette complexité. Et puis, il y a aussi la formation des demandeurs d'emploi, qui est prise en charge par la région. Donc, vous voyez qu'en réalité, il y a une grande complexité. Et l'esprit de l'université, c'est de réunir toutes ces personnes qui ont un énorme besoin de se parler, pour partager, pour comprendre comment... Partage d'expérience, partage de d'expérience. difficultés parfois. Exactement. Un mot quand même, De parce que coopération, peut-être. et de coopération, c'est important, évidemment. Un mot quand même sur ces demandeurs d'emploi. Il y a la réforme Pôle emploi France Travail. L'idée, c'est de rassembler tous les acteurs. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut améliorer la qualité de formation? Et puis, j'ai une double question. On forme beaucoup en hard skills. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les DRH qui viennent sur ce plateau nous disent « Mais non, la technique va changer régulièrement. Il faut former aux compétences soft skills ». Est-ce que ça, c'est l'évolution? Je répondrai en deux temps. Je pense que la réforme de France Travail, elle n'est pas encore aboutie. Non. Donc Gestation. elle est en gestation. Elle est en ce moment en réflexion au niveau du ministère du Travail. Donc, on en saura plus d'ici quelques temps. Mettons de côté le dossier Voilà. France Travail, mais sur la question de l'évolution de ce qu'on donne comme contenu de formation. Est-ce qu'il faut rester sur les hard skills ou est-ce que là, tous les acteurs qui seront présents vous disent il faut aussi améliorer les soft skills, c'est-à-dire le comportemental, l'attitude? Vous avez raison. En fait, et ça rejoint finalement je dirais, l'intitulé, l'objectif de notre université d'hiver 2023 qui travaillera sur les transitions pour les compétences 2030. C'est réussir ensemble les transitions. En effet, pour quelles compétences? Il y a d'une part ce que vous appelez les hard skills, c'est-à-dire les compétences métiers. Celles-ci, elles sont très liées à l'environnement, mais aux technologies. Mais oui, et elles évoluent. Elles évoluent. Et dans les compétences 2030, il y a effectivement des compétences qui vont être vraiment très, très liées à ces nouveaux métiers. La télémédecine, par exemple, les simulateurs, peut-être aussi le métaverse, finalement. Est-ce que ça nous donnera d'autres... voilà. C'est Donc vrai. ça, c'est très lié aux technologies. Et puis, il y a des compétences qui évoluent dès maintenant, qui sont liées peut-être à des capacités, je dirais soft skills, mais bon... Comportemental, attitude. Qui sont vraiment liées à l'adaptation à notre environnement, qui sont parfois de l'ordre du développement personnel. Donc là, on est toujours très prudent dans la formation pour ne pas... Il y a du boire et du manger. Voilà, pour essayer d'être toujours très sérieux dans la formation qui est donnée et ne pas tomber dans l'aspect sectaire. Mais ce sont vraiment je dirais des compétences d'adaptation à des modes de travail différents. Donc ça évolue. Réseau. Ça évolue. Et il y a encore une dernière capacité, je pense, qui apparaît déjà aujourd'hui, compétence nécessaire, qui apparaîtra encore plus en 2030, c'est vraiment des compétences de management. C'est-à-dire comment faire aujourd'hui, de la part des managers, pour mobiliser des personnes, des jeunes et des moins jeunes, dont on voit bien qu'ils ont en fait un autre rapport au travail. Donc, je ne sais pas si je l'appelle soft skills, mais ça sera un vrai défi qui s'ouvre aujourd'hui de management. Le défi, et ce sont ces universités d'hiver pour que l'ensemble de la chaîne de formation, on ne parle pas que des formateurs, mais de tous les acteurs de la formation, mais ils vont se rencontrer à Cannes, à votre initiative, à l'initiative de Centre Info. Merci Françoise Gérard d'être venue nous rendre visite, directrice générale adjointe de Centre Info, pour nous éclairer sur ces enjeux de formation. Et Dieu sait si c'est important, évidemment, de bien former les collaborateurs. Merci à vous, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau, merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe, à Angèle pour la réalisation aujourd'hui. Merci à Saïd pour le son. Merci à Nicolas Juchat, bien entendu. Et merci à Laure Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous encore une fois. Et je serai là demain. Bye bye.